Bonjour et bienvenue dans cette correction des conditions minimales du test long numéro 2. Test long numéro 2 que j'avais appelé discriminer. Alors discriminer pourquoi? Parce que pour les 10 premières questions tout du moins, on va avoir des questions liées 2 par 2, dont les énoncés se ressemblent très fortement, qui pour la plupart des candidats seront à traiter avec une même méthode, alors qu'elles nécessitent 2 méthodes différentes pour être résolues de façon efficace. Cela pour vous montrer la différence et les subtilités qu'introduisent souvent les concepteurs de tests dans les questions de conditions minimales. Cette correction fait partie du programme gratuit Bathletage Mage, où vous pouvez retrouver plus de 6 tests blancs et 50 vidéos de cours. Vous avez le lien en bas de l'écran pour accéder au programme ou pour télécharger les exercices qui sont traités dans cette vidéo si vous ne les avez pas encore réalisés. Question 1. X est inférieur à Y. Que vaut l'entier X? Que vaut l'entier X? Info 1, X est strictement supérieur à 1. Info 2, X fois Y est égal à 10. Alors, l'information 1 ici, X est strictement supérieur à 1. Ah, très bien, X peut valoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ce n'est pas suffisant pour répondre. Information 2 seule, X fois Y est égal à 10. Encore une fois, on comprend bien que on a beaucoup de cas qui vont être possibles. Par exemple, 1 fois 10 et 2 fois 5. On a 2 cas possibles, ça nous suffit pour prouver que ce n'est pas suffisant. Maintenant, on combine ces deux informations-là. Quand on combine ces deux informations-là, qu'est-ce qu'on a? X doit être plus grand que 1 et X fois Y doit être égal à 10. Donc on a 2 fois 5. C'est ce qui nous vient spontanément à l'esprit. Pourquoi c'est ce qui nous vient spontanément à l'esprit? Parce qu'on nous parle d'entier tout au long. Que vaut l'entier X? Ça c'est un entier, ça c'est un entier. Donc on garde cette idée d'entier en permanence dans notre tête. Mais à aucun moment on nous a dit que Y devait être un entier. Donc l'entier X peut valoir 2 et Y 5, mais X peut aussi valoir 3 et Y 10 divisé par 3. Autrement dit 3, 3, 3, 3, 3. X4 et Y 10 sur 4, ça fait combien? Ça fait 4 et 2,5. Non, là ça ne marcherait plus parce qu'on nous a bien dit que X doit être inférieur à Y. Toujours est-il qu'on a 2 cas possibles. X égale 2 ou X égale 3. Donc même avec les deux informations, ici on ne pourra pas répondre. La réponse E. Question 2 maintenant, qui repose à peu près sur la même logique, mais dont les notions sont très légèrement différentes. Mon code de carte bancaire, qui ne comporte ni 1 ni 7, peut se noter A, B, C, D, avec A inférieur à B, inférieur à C, inférieur à D. Que vaut C? Information 1. C plus D est divisible par 9. Information 2. C fois D est égal à 18. Alors, ici, est-ce qu'on a des contraintes? Oui, on a beaucoup de contraintes. Regardez. On nous dit A, B, C, D, les 4 chiffres de mon code de carte bancaire. Donc, ça veut dire tous entiers, tous positifs, et tous inférieurs à 10. Donc on a ces contraintes-là, qu'il faut bien garder à l'esprit, parce que c'est celles qui nous permettent de résoudre le problème. Donc tous entiers, tous positifs inférieurs à 10, et pas de 1 et pas de 7. Et cette deuxième contrainte, au final, elle est très importante. On n'a ni 1 ni 7. Parce que regardez, on peut chercher maintenant pour chacun des chiffres qui va composer le code, quel est son minimum et son maximum. Par exemple, A.
premier chiffre de la série. On peut lui mettre 0, ça va bien être la valeur minimum. Si on met 0 ici, quelle est la valeur minimum que peut prendre B? Il faut que B soit plus grand que A. Donc ça ne veut pas être 0. Au minimum, c'est égal à 1. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il n'y a pas de 1 dans le code. Donc au minimum, c'est égal à 2. C, c'est égal à 3 minimum, il faut qu'il soit plus grand que B. Et D, 4 minimum. On pourrait faire la même chose pour le maximum, en partant de la fin. D, qui est le plus grand, ça peut être égal à 9. C égal à 8. Est-ce que B peut être égal à 7? Non, on nous dit qu'il n'y a pas de 7 dans le code, donc B, 6. Et A, 5. Vous voyez qu'on est sur une plage de valeurs beaucoup plus serrée que ce qu'on aurait pu imaginer au début. Et c'est ça qui va peut-être nous permettre de trouver la réponse. Info 1, C plus D est divisible par 9. Donc C plus D doit faire, autrement dit, 0, 9, 18, 27, etc. Bon, 0, il y a une seule possibilité pour le faire, 0 et 0. 9, 0, 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3, 7, 2, 8, 1 et 9, 0. Je les note tous, ce n'est pas forcément nécessaire, mais ça va bien nous permettre de voir à quel point on en élimine beaucoup. 18, une seule possibilité, 9 et 9. Et 27, bon, c'est pas possible à faire avec deux chiffres. Est-ce qu'on peut éliminer certaines valeurs de la liste? Bien entendu, regardez. 0, 0, ça marche pas, parce qu'il faut que le premier soit plus petit que le deuxième. Et le premier plus petit que le deuxième, ça nous empêche aussi d'avoir 54, 63, 72, 81, 90 et 99. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que C au minimum, c'est égal à 3. Donc C ne peut pas être égal à 1, à 2 ou à 0. Et on a dit que c'était maximum égal à 8, mais ça va supprimer aucune option. Et que D devait être au minimum égal à 4 et au maximum égal à 9, ça va non plus supprimer aucune option. Donc, cette information-là, qui paraît assez vague, nous permet quand même, avec toutes les contraintes qu'on a mis, d'arriver à une liste où il y a seulement deux possibilités, ce qui est beaucoup moins que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais cela étant, ça reste insuffisant. L'information 2 seule maintenant. C fois D est égal à 18. 18, c'est quoi en facteur premier? C'est 2 fois 9, donc 2 fois 3 fois 3. Alors comment on peut écrire 18 du coup? 1 fois 18, 2 fois 9, ou 3 fois 6. Aucune autre solution, au fond, d'écrire 18. C'est-à-dire que si je prends ensuite 6 fois 3, 9 fois 2, etc., bon, c'est des variations autour du même thème. Hein. C'est juste, on va les écrire dans le sens, mais c'est les trois seules expressions possibles qui nous permettent d'arriver à 18. Une fois qu'on sait ça, et qu'on a ici le plus petit et le plus grand, on est dans ce cadre-là, c'est D. Est-ce que C peut être égal à 1? Bon, non, pourquoi? Parce que sinon, dans ce cas-là, D égale 18. Et on a 2 et 9 et 3 fois 6. Mais regardez ce qu'on avait dit tout à l'heure. C, c'était au minimum égal à 3. Donc ça ne peut pas être égal à 2. On a un seul cas possible, c'est C égale 3 et D égale 6. Que vaut C? Eh bien 3. Avec quoi on a trouvé? Avec la deuxième information, donc B. Question 3 et 4, deux questions de géométrie. Question 3, une question qui au fond ne nécessite absolument aucune notion de géométrie. Et question 4, qui va quand même nécessiter de connaître quelques formules et quelques propriétés. La question 3 nous dit, soit 4 cercles de centre A, B, C, D et de rayon pi, racine de 5, 3 racines de 5 et 5. On nous demande, existe-t-il un point commun à 3 de ces 4 cercles? Information 1. ABCD est un carré de côté 8. Donc ABCD, carré de côté 8. Et l'information 2, les points A, B, C et D ne sont pas confondus et sont équidistants au point Z. Donc ABCD pas confondu
est équidistant au point Z. Alors, l'information 1, ABCD est un carré de côté 8. On peut le dessiner. A, B, C, D. Et on va dire que ça vaut 8. On a un cercle qui part de A et qui est d'un rayon pi. Bon, ben pi, c'est 3 à 14 à peu près. Grossièrement, je vais représenter comme ça sur mon dessin. B, c'est la racine de 5. Autrement dit, c'est 2 et quelques, de 23, 24, je crois. Donc, ça va être quelque chose comme ça. 3 racines de 5, même chose, donc ça va nous faire du 6, 70 à peu près, qui part du point C, 6, 70, du coup ça se recoupe avec celui-là, hop, on va dire que c'est à peu près ça. Et le 5 ici qui va se faire comme ça un petit peu plus petit vu que c'est pi. Donc 3, 14, même beaucoup plus petit que sur mon schéma, mais c'est pas très grave. Ce que je veux vous faire comprendre ici, même si ce schéma est faux, c'est que lorsque vous êtes face à une figure comme ça, vous dessinez la figure et puis vous voyez bien s'il y a un point commun à 3 des 4 cercles ou pas. Là, vous avez les règles pour dessiner la figure, il y a une seule figure possible. Bon, ben voilà, si vous la dessinez, vous pourrez voir. Donc c'est suffisant. On n'est pas en calcul ici, on ne vous demande pas d'aller vérifier s'il y a bien 3 points ou pas. Parce que l'idée, c'est est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, avec certitude, vous avez un seul dessin, un seul modèle, un seul schéma. Vous avez juste à constater sur ce schéma-là. Maintenant, on nous dit A, B, C, D sont des points qui ne sont pas confondus et équidistants au point Z. Alors, c'est là un petit peu plus compliqué. Pourquoi elle est un petit peu plus compliquée? Parce que je comprends assez facilement que je vais pouvoir trouver une situation où les cercles n'ont pas de point commun. Il suffit que je prenne mon point Z et je dis allez, le cercle, ils sont équidistants et les points A, B, C, D, ils sont à 100 du point Z. Ben, s'ils sont à 100 du point Z, mes petits cercles de rayons 2, 24, 6, 3, 14 et 5, ils vont paraître ridicules. Évidemment qu'ils n'auront pas de point commun. Aura-t-on un point commun à 3? Non. Par contre, est-ce que je peux trouver un cas où il y a bien un point commun à 3 des 4 cercles? J'ai pas de preuve mathématique pour le dire. Mais, honnêtement, j'ai une liberté totale dans quoi? Dans l'amplitude de ça, équidistant, donc ça peut être 100 comme 2 comme 5. Et surtout, je ne suis pas obligé de former un carré avec. Ils sont en fait sur un cercle, ces points-là, s'ils sont équidistants. C'est la définition d'un cercle. Hein. Un cercle, c'est des points équidistants à un autre point, l'ensemble des points équidistants à un autre point. Donc je peux les déplacer comme je veux? Clairement, oui. Je pense avec une très très forte probabilité, une quasi-certitude absolue, que je pourrais bien trouver un cas où il y a un point commun à 3 des 4 cercles. Donc certaines fois, oui, ce cas que j'imagine dans ma tête, et certaines fois je vois bien que non, comme celui que j'ai dessiné. Donc l'information 2 seule est insuffisante, elle ne nous permet pas de répondre, alors que l'information 1 nous permettait de répondre. C'est donc la réponse A. Par contre la question 4 allait nous demander un tout petit peu plus de connaissances en géométrie, même si honnêtement c'était vraiment des connaissances très basiques. Rectangle ABCD est-il un carré? Information 1. AB est égal à 7. Et information 2. AC est égal à racine de 98. Donc, est-ce que ça nous donne un carré? Vous vous doutez bien qu'avec l'information 1 seule, c'est totalement insuffisant. Je peux faire un carré de 7 par 7, ou alors un rectangle de 7 par 10 par exemple. Donc ça ne nous permet pas de répondre. L'information 2 seule, vous vous doutez bien que pareil avec uniquement la diagonale,
si je la mets dans des bonnes dispositions comme ça, je vais tomber sur un carré et elle fera racine de 98. Si je la mets, hop, ne serait-ce qu'un tout petit peu plus penché comme ça, on aura un rectangle. Donc c'est insuffisant. Maintenant, si on cumule les deux, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on va avoir un rectangle, ici, avec un des côtés qui vaut 7 et la diagonale qui vaut 98. 98, c'est quoi? C'est 2 fois 49. Donc c'est racine de 2 fois 49. Ça, racine de 2 fois 49, est égal à racine de 2 fois racine de 49. Pourquoi? Parce que les racines, c'est des puissances 0,5, donc on peut les composer comme des puissances. Et ça fait quoi? Ça fait 7 racine de 2, 7 fois 7, 49. Ok. Donc, on a la diagonale qui est égale à 1 côté fois racine de 2. C'est la définition de quoi? C'est la définition d'un carré. Donc oui, c'est un carré. Est-ce que cette formule-là est nécessaire? Bon, oui, clairement, elle est très utile ici, mais elle n'est pas forcément nécessaire, et c'est ça que vous devez comprendre en géométrie. C'est que bon, là, évidemment, il faut la connaître. Mais des formules un peu plus compliquées, vous pouvez les retrouver. Pourquoi? Parce qu'en fait, un candidat qui ignorait totalement cette formule-là, il peut trouver la réponse. Parce que cette formule-là, c'est tout simplement une application de Pythagore. On sait quoi sur ce rectangle? On sait qu'il a un côté qui vaut 7. Donc le côté opposé qui vaut 7, obligatoirement. Ce rectangle, évidemment, il a des angles rectangles. Donc on va utiliser ce qu'on connaît sur le triangle rectangle, tout simplement pour trouver la réponse. On sait qu'ici c'est égal à 7, et que l'hypoténuse c'est égal à racine de 98. Donc, j'ai un triangle rectangle, avec ici 7, ici racine de 98, donc je sais que je pourrais trouver ce côté-là. Si ça donne 7, bah, alors c'est un carré. Et si ça donne pas 7, c'est pas un carré. Mais en tout cas, avec ces deux côtés-là, je pourrais trouver celui-là, par extension celui-là, et donc répondre à la question, ABCD est-il un carré? Donc les deux ensemble étaient suffisantes. Réponse C. Question 5 maintenant. Deux trains partent simultanément de Paris vers Marseille et de Marseille vers Paris à 9h30, ville distante de 900 km. À quelle distance de Marseille se croiseront-ils? Bon, on va le représenter graphiquement. On a Paris et Marseille. On a un train qui va de Paris vers Marseille, on a un train qui va de Marseille vers Paris, et on a 900 km entre les deux villes. On nous demande à quelle distance de Marseille se croiseront-ils? Distance de Marseille se croiseront-ils? L'info 1, le train partant de Paris roule à la vitesse de 260 km/h. Information 2, le train partant de Marseille roule à la vitesse du train partant de Paris plus 25%. Est-ce que le train partant de Paris roule à 260 km/h? C'est une information qui est suffisante. Bien entendu non, parce qu'on pourra savoir un petit peu à n'importe quel moment où sera le train partant de Paris, on n'aura aucune info sur celui de Marseille, on ne sait pas à quelle vitesse il roule. Donc insuffisant. Information 2, le train partant de Marseille roule à une vitesse supérieure de 25% au train partant de Paris. Alors suffisant ou pas, ça dépend pourquoi. Pour résoudre un problème d'écart, il nous faut quoi? Il nous faut la situation initiale. Et il nous faut la vitesse de réduction de l'écart. Ou de création de l'écart, c'est un problème de création de l'écart. Si on voit bien que c'est un problème de réduction d'écart, avec des véhicules qui vont dans des directions opposées, donc la vitesse de réduction, c'est la somme des vitesses. Ça, je vais refaire au cours de calcul si c'est pas très clair pour vous. La situation initiale, on l'a. Il est 9h30, Paris vers Marseille, 900 km d'écart. Mais ça, devoir connaître la vitesse de réduction de l'écart, donc la somme des vitesses, pour trouver la réponse, ça nous sert à quoi?
ça nous sert à trouver l'heure de croisement. Et autant en calcul, on pourrait faire ça. Et en calcul, on ne pourrait pas voir l'astuce dans cette question ici, et se dire, bon, bah, je trouve l'heure de croisement, et à partir de cette heure de croisement, je vais calculer où était le train, le premier ou le deuxième train, à combien de kilomètres de Marseille, et je trouverai la réponse. Ouais, on peut faire ça en calcul. C'est un raisonnement qui ne tient pas la route en conditions minimales. Pourquoi? Parce que je cherche des informations qui sont strictement suffisantes, strictement nécessaires. Et ici, l'information 2, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que le train parti de Marseille, il va à la même vitesse que le train parti de Paris, plus 25%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le train parti de Paris parcourt 100 km, le train parti de Marseille, lui en parcourt 125. Donc, quand le train parti de Paris aura fait 100, le train de Marseille en aura fait 125. Quand il en aura fait 200, 250. Quand il en aura fait 300, 375. Et quand il en aura fait 400, celui parti de Marseille aura fait 500 km. Et là, on arrive bien à notre croisement. Regardez, il y en a un qui a parcouru 400, l'autre 500, donc ils ont parcouru à eux deux les 900 km. Ils se croisent où? Ils se croisent à 500 km de Marseille. Donc la 2 est suffisante, réponse B. Évidemment, l'objectif, c'est pas de trouver la réponse, on n'est pas en calcul. Hein. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sans toutes les informations, on a pu répondre. On a pu répondre. Pourquoi? Parce qu'on ne répondait pas à la question habituelle, quelle est l'heure de croisement, qui nécessite toutes les informations. Par contre, dans la question 6, c'est ce qu'on va nous demander, quelle est l'heure de croisement. Et on nous parle de quoi cette fois-ci? On va nous parler de deux avions partis simultanément à 11h15 de Paris vers Buenos Aires et de Buenos Aires vers Paris, ville distante de 13 000 km. Et on nous demande à quelle heure ils se croisent. Donc, Paris, Buenos Aires, départ 11h15, 13 000 km d'écart. Et on a nos deux avions comme ceci. L'info 1 nous dit, l'avion partant de Paris vole à la vitesse de 900 km/h. Et l'information 2 nous dit que l'avion parti de Buenos Aires vole à une vitesse inférieure de 25% à celle de l'avion parti de Paris. Alors, l'information 1 ici, est-ce qu'elle est suffisante? Non, pourquoi? On est pour le coup dans un problème de réduction d'écart là, complètement classique et on cherche la solution, donc à quelle heure se croiseront-ils? Qu'est-ce qu'on a besoin pour ça? C'est ce que je disais tout à l'heure, on a besoin de la situation initiale et de la vitesse de réduction de cet écart. Et la vitesse de réduction de cet écart, ici on a un problème où ils vont dans des directions opposées, donc c'est la somme des vitesses. Autrement dit, la vitesse de l'avion 1 plus la vitesse de l'avion 2. Situation initiale. Est-ce que je l'ai ici? Oui, elle m'est donnée par l'énoncé. Vitesse de l'avion 1. Oui, je l'ai. L'avion qui part de Paris, je l'ai avec l'information 1, mais c'est tout. Il manque la vitesse de l'avion 2 pour pouvoir trouver la réponse. Information 2, seul maintenant. L'avion parti de Buenos Aires est égal à la vitesse de l'avion parti de Paris moins 25%. Est-ce que ça me donne une information exploitable? Non, aucune. D'accord? Ça ne me donne pas la vitesse de l'avion 2, ça me donne juste un rapport entre les deux. Seule, elle est totalement inexploitable. Maintenant, je prends les deux ensemble. Avec les deux ensemble, je pourrais dire que Buenos Aires, c'est 900 moins 25%. Donc, je trouverai la vitesse de l'avion qui est parti de Buenos Aires. Je trouverai la vitesse de l'avion 2 ici avec les deux informations combinées. Donc, j'aurai la somme des vitesses, donc la vitesse de réduction, et je pourrai traiter mon problème d'une manière classique. Avec les deux, je peux répondre. Réponse C. Alors 7 et 8, tiens, je vais les écrire simultanément parce qu'elles sont vraiment très très proches alors qu'elles sont très différentes. Combien de flûtes peut-on servir avec une bouteille de champagne cylindrique? Donc nombre de flûtes dans une bouteille. Et deuxième question, combien de dictionnaires dans une bibliothèque parallélépipédique? Donc les dictionnaires dans la bibliothèque. Pour notre problème avec des flûtes et des bouteilles de champagne, on nous dit 1. Le rayon de la bouteille, c'est 4 cm.
Et la hauteur de la bouteille, c'est 23 cm. Et info 2, une flûte contient 12,5 centilitres. Et pour notre dictionnaire, notre bibliothèque, on nous dit info 1 que les dimensions de la bibliothèque sont de 20 par 80 par 200, d'accord? Donc 20 fois 80 fois 200. Et l'information 2, un dictionnaire occupe 680 cm3. À première vue, on a deux questions qui sont vraiment identiques. Non, pas du tout. On commence avec notre question de nombre de flûtes par bouteille. Rayon égale 4 cm et hauteur égale 23 cm. Ça va nous donner la contenance de la bouteille. Ok? Contenance de la bouteille. Imaginons qu'on soit en calcul, que j'ai besoin de la calculer. Comment je fais ici? C'est pas une formule que j'ai besoin de retenir. C'est quoi un cylindre? C'est juste un empilement de disque. C'est quoi l'aire d'un disque? C'est pi R2. Et c'est quoi la différence avec un disque? C'est que c'est un empilement. Donc pi R2 fois la hauteur, c'est ça mon volume. Bref, je pourrais trouver donc la capacité en centimètres cubes et donc en centilitres de ma bouteille. Est-ce que c'est suffisant? Non, je ne sais pas combien de centilitres contient une flûte. La 1 n'est pas suffisante. La 2, une flûte fait 12,5, évidemment non, c'est pas suffisant, je ne sais pas combien contient la bouteille. Les deux ensemble, je sais combien contient la bouteille et la flûte, j'aurais juste à faire une petite division, je sais combien elle permettra de servir de verre. Réponse C. Question 8 maintenant. Combien de dictionnaires peut contenir cette bibliothèque parallélépipédique? Info 1, la bibliothèque fait 20 par 80 par 200? Évidemment non. J'ai pas le volume d'un dictionnaire, j'ai pas les dimensions d'un dictionnaire, ça ne me permet pas de savoir. Information 2, un dictionnaire fait 180 cm3. Non, ça ne me permet pas de savoir, je n'ai pas la dimension de la bibliothèque. Les deux ensemble maintenant, est-ce que ça nous permet de trouver? Non. Réponse E, pourquoi? Ça dépend du format des dictionnaires. Si on a des dictionnaires de 680 cm3 qui font, je sais pas, 680 c'est quoi? C'est peut-être 2 fois 34 fois 10. En 100 fois 34 fois 10, ça, on peut se le représenter, ça c'est un dictionnaire plutôt standard. On pourra en rentrer un certain nombre dans la bibliothèque. Et un certain nombre qui d'ailleurs n'est pas 20 fois 80 fois 200 divisé par 680. Parce que c'est assez peu probable qu'on puisse tous les caler parfaitement. Il y aura de l'espace qui traînera à droite et à gauche. Mais bon, on pourra en caler un certain nombre. Mais imaginons maintenant que j'ai un seul dictionnaire qui corresponde à cette dimension-là et qui fasse 6,80 m de haut, 1 cm de profondeur et 1 cm de largeur. Alors vous pouvez dire oui, non, mais ça c'est pas un dictionnaire. D'accord, c'est juste pour illustrer. Vous pouvez trouver d'autres dimensions qui donneront des résultats différents et qui permettront aussi de répondre eux. Mais je vois maintenant que j'ai dit ce dictionnaire de 6,80 m de haut, 1 cm par 1 cm. Il rentre même pas dans la bibliothèque. Donc je peux en caler 0. Donc ça dépendra du format des dictionnaires qui changeront l'espace utilisé et l'espace inexploitable dans la bibliothèque et donc qui changeront le nombre qu'on peut en mettre. Donc réponse E ici. C'est sympa ça là, hein? Parmi les 80 députés de cette assemblée, combien ont voté le texte de la loi sur la modernisation de l'économie? Donc combien ont voté oui? On votait oui, et on a une nuance importante parmi les 80 députés. Information 1. 38% des députés ayant voté en faveur de la loi appartiennent au parti Paix et Prospérité. Donc 38% des oui viennent du parti Paix et Prospérité. Information 2. 40% des députés ayant voté non appartiennent au parti Justice et Solidarité.
Est-ce qu'on a des informations ici qui sont suffisantes pour répondre? Alors, ici on ne peut pas vraiment faire de moyenne, hein. On parle de moyenne à partir des sous-groupes, c'est super compliqué d'aller trouver une moyenne. Pourquoi? Parce que déjà on ne sait pas si l'autre partie que paix et prospérité et justice et solidarité. En plus, on ne connaît pas la proportion de députés qui appartiennent à justice, solidarité et paix et prospérité. Et donc on est tenté de répondre eux. Alors c'est pas eux. Pourquoi? Parce que on va essayer de se demander s'il y a des contraintes ici. Et les contraintes, oui, il y en a des implicites qui sont assez évidentes. C'est que le nombre de personnes qui ont voté oui, c'est quoi? C'est un nombre entier déjà. C'est un nombre entier de députés. C'est un nombre positif. Mais c'est un nombre inférieur ou égal à 80. Il n'y a que 80 députés dans l'Assemblée. C'est d'ailleurs la même chose pour le nombre de députés qui ont voté non. Et on nous dit, en information 1, 38% des oui appartiennent au parti Paix et Prospérité. 38%, c'est quoi 38%? 38 sur 100. C'est quoi 38 sur 100? C'est 19 sur 50. Ici, vous voyez bien que pour obtenir un nombre entier de députés qui ont voté oui, ces deux nombres-là doivent être entiers. C'est quoi le nombre d'en haut? C'est le nombre de oui du parti Paix et Prospérité. Ça, en bas, c'est le nombre de oui dans l'Assemblée. Donc on peut faire un petit tableau. Hein. Si il y a 19 députés qui ont dit oui au parti Paix et Prospérité, il y a eu 50 oui au total dans l'Assemblée. Si 38 du parti Paix et Prospérité, 100 dans l'Assemblée. Si 57 Paix et Prospérité, 150 dans l'Assemblée. Mais qu'est-ce qu'on a dit sur ce nombre de députés qui ont voté oui? Il doit être inférieur à 80. Donc ça ne peut pas être 100, ça ne peut pas être 150. Le seul cas possible ici, c'est qu'il y ait 19 députés du parti Paix et Prospérité qui aient dit oui, parmi les 50 députés qui ont dit oui. Donc combien de députés ont voté oui parmi 80? 50. C'est suffisant. Information 2 maintenant, 40% des non viennent du parti Justice et Solidarité. Donc 40% des non viennent du parti Justice et Solidarité. On va refaire la même chose. 40 sur 100, c'est quoi? C'est 4 sur 10, autrement dit, c'est 2 sur 5. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir 2 députés du parti Paix et Prospérité parmi les 5 qui ont dit non, 4 parmi les 10, 6 parmi les 15, etc. etc., etc. Et là, vous notez bien qu'il y a évidemment beaucoup plus de cas possibles. Hein. Les votes non, on sait que ça va être un multiple de 5, mais on ne sait pas si c'est 5, 10, 15, etc. jusqu'à 80 tout court. Donc, beaucoup de cas possibles. L'information 2 n'est pas suffisante, alors que l'information 1 était suffisante. Réponse A. Et question 10. Maintenant, on va changer un peu d'inconnu. Lors des 80 heures de débat sur la loi de modernisation de l'économie, le temps de parole des députés du parti Paix et Prospérité a-t-il été supérieur à 25 heures? Donc, temps de parole de Paix et Prospérité supérieur à 25 heures. Information 1. Les députés de Justice et Solidarité ont occupé 60% du temps de parole lors des 50 premières heures de débat. Donc, Justice et Solidarité, 60% du temps de parole pendant les 50 premières heures. Information 2. Le temps de parole des députés de Paix et Prospérité a été inférieur lors des 30 dernières heures de débat à ce qu'il était durant les 50 premières heures de débat. Donc, Paix et Prospérité inférieur pendant les 30 dernières heures à ce qu'il était pendant les 50 premières. Ici, attention de ne pas répondre trop vite E ou de ne pas dire trop vite que A est insuffisant ou B est insuffisant. On est d'accord que quand je vous dis les députés de Justice et Solidarité ont
occuper 60% du temps de parole pendant les 50 premières heures, c'est insuffisant pour trouver le temps de parole de pré-prospérité. Hein, parce que ça dépend. S'il n'y a que 2 parties, bah, ce sera le reste. Et encore, on n'aura que le temps pendant les 50 premières heures, on n'aura aucune info sur le deuxième. S'il n'y a que 3 parties, je ne sais même pas quel est le temps pendant la première partie. Mais ici, la question c'est, est-il supérieur à 25 heures? Et peut-être qu'on va trouver, grâce à l'information 1, qu'ils ont un temps de parole qui ne peut pas être égal à ceci ou à cela. Donc on va quand même essayer de l'exploiter, cette information. 60% du temps de parole pendant les 50 premières heures ont été utilisés par les députés de Justice et Solidarité. Donc, pendant ces 50 premières heures, Justice et Solidarité, ils ont parlé pendant 60%, autrement dit 3/5, autrement dit 30 heures. C'est donc dans le temps qui reste que se sont exprimés les députés de Paix et Prospérité. Donc au maximum 20 heures, s'ils sont 2 parties, et moins s'ils sont plus de parties. Donc inférieur ou égal à 20 heures. Est-ce que c'est suffisant? Bah non. Parce que inférieur ou égal à 20 heures pendant la première partie des débats, mais ensuite on a encore 30 heures de débat, ce qui veut dire que le minimum pour Paix et Prospérité dans cette situation-là, c'est d'avoir parlé 0, et le maximum, c'est d'avoir parlé 20 plus 30, 50 heures. On voit bien que parfois c'est inférieur à 25, parfois c'est supérieur à 25. Information de temps de parole dans les 30 dernières heures inférieur à ce qu'il était dans les 50 premières heures. Aucune information ici, seul. Mon minimum c'est toujours 0, 0, et mon maximum cette fois-ci c'est tout pour eux. 50 heures, ils ont parlé 50 heures, 30 heures, ils ont parlé pendant 30 heures, c'est moins. Donc on va parler tout le spectre, de 0 à 80 heures. Si je cumule les deux maintenant, est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça change quelque chose. C'est que pendant ma deuxième partie de débat, mes 30 heures de débat, vu que Paix et Prospérité a parlé moins pendant les 30 dernières heures que pendant les 50 premières, je sais que Paix et Prospérité, vu qu'ils ont parlé au maximum 20 heures ici, ils ont parlé moins de 20 heures ici, strictement moins de 20 heures ici. Donc en tout cas, ils n'ont pas tout occupé. Paix et Prospérité, maximum 20 heures ici, moins de 20 heures. Donc on arrive à quoi? On arrive à un minimum de temps de parole qui est toujours de 0, un maximum qui est de 40. Il y a toujours des cas où c'est inférieur à 25, des cas où c'est supérieur à 25. On ne peut toujours pas répondre. De la bière et du champagne étaient servis à 300 convives. 160 n'ont bu que du champagne. Donc 300 convives, 160 uniquement C. Et on a tous les invités ayant bu du cidre ont également bu de la bière. Du coup, on va devoir ajouter une petite initiale, on va dire CH pour champagne et CI pour cidre. Donc tous les invités ayant bu du cidre ont également bu de la bière, autrement dit, le cidre va impliquer la bière. Et aucun convive n'a consommé les 3 boissons. Aucun n'a consommé les 3 boissons. Combien ont bu 2 boissons différentes exactement? 24? Non. Pile. Les convives ont bu au moins une des 3 boissons. Et info 2, 50 invités n'ont bu que de la bière. Dessiner, hop, on a des gens qui boivent du cidre, on a des gens qui boivent de la bière, on a des gens qui boivent du champagne. Qu'est-ce qu'on vient de réannoncer? 300 personnes au total, donc ça c'est le total de notre cercle, les 9 sous-ensembles. 160 n'ont bu que du champagne, donc champagne seulement 160. Tous ceux qui ont bu du cidre ont également bu de la bière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui a bu seulement du cidre. Personne n'a bu du cidre et du champagne. D'accord? Et aucun n'a consommé les 3 boissons, ça veut dire 0 personne qui a consommé cidre, bière et champagne à la fois. Notre question c'est quoi? Combien ont bu 2 boissons différentes exactement? Donc combien ont bu 2 boissons? Combien ont bu 2 boissons? Ça nous demande quoi ça? Ça nous demande d'aller trouver tous les cercles qui sont à l'intersection de 2 boissons.
Donc il faut qu'on connaisse le résultat de ce cercle-là ici, de ce cercle-là ici, et de ce cercle-là ici. Les autres cercles, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste ces trois cercles-là pour pouvoir répondre à la question combien ont bu exactement les deux boissons. L'info 1. Tous ont bu une des trois boissons. Autrement dit, il y a 0 personne ici. Est-ce que ça nous apporte beaucoup de choses ici? Non, pas forcément, mais ça nous apporte quand même déjà une information, c'est qu'on a 140 personnes ici à caler dans ce cercle-là. D'accord? 140 personnes à caler dans ce cercle bière, mais on ne sait pas du tout où ils vont être. Information 2 maintenant, 50 n'ont bu que de la bière. 50 n'ont bu que de la bière, c'est donc des gens qui sont dans ce cercle-là. Est-ce que ça nous donne des informations supplémentaires? Je vous rappelle qu'on a totalement oublié la 1, donc non. On sait qu'on arrive à 210 personnes, on a 90 personnes à répartir, qu'on peut mettre là, bière et champagne, là, bière et cidre, ou non consommer aucune des trois boissons. Maintenant, je réunis mes deux informations, et je sais quoi? Je sais que j'ai 0 personne ici. Donc je sais que bière et champagne et bière et cidre, ce sera toutes les personnes qui restent, d'accord? Il me reste plus que 2 cercles à remplir, il me reste ce cercle-là et ce cercle-là. Il me reste combien de personnes à mettre dans ces deux cercles? 90, 210 pour arriver à 300. Je ne sais pas combien boiront cidre et bière ou champagne et bière, mais en tout cas, combien ont bu exactement les deux boissons? Ce sera 0 plus cette case-là plus cette case-là, 90, obligatoirement. Donc je peux trouver avec les deux réponses C. Question 12. Luc a changé les 45 piles de ses 15 télécommandes. Parmi ces 15 télécommandes, combien fonctionne à l'aide de 2 piles? Donc 45 piles pour 15 télécommandes, combien utilise 2 piles? Et c'est une division d'ensemble. L'info 1 nous dit aucune télécommande n'utilise plus de 3 piles. Aucune plus de 3 piles. L'information 2 nous dit si on prend 2 télécommandes au hasard, la différence entre le nombre de piles utilisées par l'une et par l'autre est toujours pair. Donc allez, on va mettre différence, toujours pair. Donc l'info 1, aucune n'utilise plus de 3 piles. Il faut comprendre qu'ici c'est strictement. Alors oui, vous allez me dire plus, ça veut dire, ouais, c'est pas forcément dire strictement, ça veut dire supérieur ou égal, oui. Et si vous dites aucune télécommande n'utilise 3 piles ou plus, vous êtes tombé dans un problème, c'est que dans ce cas-là, vous n'arrivez jamais à 45. Vous avez forcément des télécommandes qui utilisent 3 pour arriver à 45. Donc oui, il n'y a pas ce formalisme qu'il y a dans des questions plus mathématiques. Ici, on doit comprendre que le concepteur a voulu dire strictement plus. Bon, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que 45, c'est 3 fois 15. Donc il y a un cas possible assez simple au fond. C'est qu'on a 15 télécommandes avec 3 piles chacune. 3, 3, etc., 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 3, 3. Et on a nos 15 télécommandes comme ça. Est-ce qu'on peut trouver d'autres cas? Ah non, regardez, pourquoi? Disons que j'enlève une pile ici. La première, elle a plus que 2 piles. C'est-à-dire que j'ai plus que 44 piles dans mes télécommandes. Et il faut que je remette cette pile que j'ai enlevée quelque part pour revenir à 45. Problème, on me dit aucune n'utilise plus de 4 piles, plus de 3 piles. Donc si je veux diminuer le nombre de piles dans une télécommande, je dois l'augmenter dans une autre. Et je ne peux pas dépasser les 3 piles. Donc en fait, cette information-là me dit que le seul cas possible, c'est toutes les télécommandes ont 3 piles. Combien fonctionne à l'aide de 2 piles? 0. C'est suffisant. Info 2. Si on prend 2 télécommandes au hasard, la différence entre le nombre de piles utilisées par l'une et le nombre utilisé par l'autre est toujours pair. Alors, différence pair, qu'est-ce que ça nous donne? On sait que un pair moins un pair, ça va donner un nombre pair, et pair moins pair, ça va donner un nombre pair. Par contre, un pair moins pair ou pair moins un pair, ça va nous donner un nombre impair.
Donc on sait que la parité des piles dans toutes les télécommandes sont identiques. En nombre pair ou en nombre impair? Est-ce que je peux aller plus loin? Bah oui, regardez. Je sais que le nombre total de piles, donc ce sera soit une somme de 15 nombres pairs, soit une somme de 15 nombres impairs, on est bien d'accord? Une somme de 15 nombres pairs, ça donne quoi? Ça donne un nombre pair. On continue d'ajouter des nombres pairs à des nombres pairs, on reste toujours sur du pair. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que ce cas où toutes les piles, toutes les télécommandes utilisent un nombre pair de piles est impossible. Donc la différence entre le nombre de piles et toujours pair, ça veut dire toutes les télécommandes utilisent un nombre impair de piles. Est-ce que ça me permet de savoir combien il y a de piles dans chaque télécommande? Non, parce que j'ai plein de cas possibles. Par exemple, 15 télécommandes à 3 piles, celui qu'on a vu là, ou alors 2 télécommandes à 1 pile, 11 télécommandes à 3 piles et 2 télécommandes à 5 piles. Mais la question c'est quoi? C'est combien fonctionne à l'aide de 2 piles? Combien fonctionne à l'aide de 2 piles? Bah, je suis certain que c'est 0. La 1 permettait de répondre, la 2 me permet aussi de répondre séparément, donc c'est la réponse D. Je vais mettre la carte à charger. Qui ne soient pas des chats. Information 1, tous les chats sont des animaux. Information 2, tous les animaux sont gris. Alors, très rapidement, ça nous dit quoi? Ça nous dit chat implique animal et animal implique gris. Existe-t-il des animaux gris qui ne soient pas des chats? Bon, on voit bien qu'avec la première, on n'a aucune information, avec la deuxième non plus. Si on les combine, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Bah oui, on sait que chat implique animal implique gris, et donc si quelque chose n'est pas gris, ce n'est pas un animal, et donc ce n'est pas un chat. Est-ce qu'il existe des animaux gris qui ne soient pas des chats? Bon, on ne peut pas aller dans ce sens-là, hein, c'est une erreur de retourner dans ce sens-là. Nous, on sait qu'il existe forcément des animaux gris, que tous les animaux sont gris, mais est-ce qu'il n'y a que des chats parmi les animaux? On ne sait pas. Réponse E. Question 14. Quelle a été la performance d'investissement en 2014? Info 1. Si cette performance était constante, elle permettrait de doubler un capital en 8 ans. Alors, c'est quoi la formule qui nous permet de trouver un capital quand on y a investi et qu'on a eu des intérêts? C'est que le capital qu'on aura à la fin, c'est égal au capital de départ fois 1 plus le taux d'intérêt puissance le nombre d'années. Ici, qu'est-ce que je sais? Que le capital aurait doublé en 8 ans. Ça veut dire qu'au bout de 8 ans, j'aurais eu quoi? J'aurais eu 2 fois mon capital de départ. 2 fois C0 égale C0 fois 1 plus le taux, puissance 8 comme c'est en 8 ans. Je comprends très bien ici que je peux simplifier par C0. Et donc je sais que 1 plus mon taux puissance 8 est égal 2. J'ai une équation à une inconnue. Mon 1 plus taux puissance 8 égale 2 par des logarithmes ou par des racines énièmes. Mais en tout cas, on est en condition minimale, donc pas besoin de le résoudre. Je sais que je pourrais le résoudre en quelques secondes avec Excel et en quelques heures si je vais faire ça à la main. C'est suffisant. Question 2. La performance 2014 est égale à celle de 2013 plus 50%. Clairement, c'est insuffisant. On ne connaît pas la performance de 2013, donc on ne pourra pas trouver celle de 2014. Donc, réponse A, la première était suffisante, la deuxième ne l'est pas. On remarque encore une fois que c'est notre structure un petit peu classique. De la 1, je ne sais pas trop si c'est suffisant ou pas, mais la 2, je suis certain que ce n'est pas suffisant et ça a l'air de bien aller avec la A. Beaucoup de candidats ici vont répondre C, parce que c'est une structure qui trompe beaucoup de candidats. 15. Jean choisit chaque matin une paire de chaussures parmi les N paires qu'il possède. Quelle est la probabilité qu'il porte des chaussures marron, sachant qu'il les a déjà portées hier et qu'elles sont toutes de couleurs différentes? Donc il a N paires différentes. Probabilité de tirer les marrons. Et on nous dit info 1, la probabilité qu'il porte des chaussures noires est de 50%. Info 2, n est un nombre premier pair.
Donc, probabilité de tirer les chaussures marron, sachant qu'il les a déjà portés hier, c'est juste pour vous perdre, ça n'a aucun intérêt ici. Ça ne change pas les probabilités. Donc, on n'utilise pas. L'info 1. La probabilité qu'il porte ses chaussures noires est de 50%. Autrement dit, de 1 sur 2. Et la probabilité, on le sait, c'est K favorable sur K total. Est-ce que ici l'information 1 est suffisante? Beaucoup pensent non. Un demi sur les chaussures noires, on n'a qu'une info sur toutes les autres. Sauf que, vu qu'il a des paires toutes différentes, toutes les paires sont les plus probables. Donc si la probabilité de porter les noirs, c'est 50%, alors la probabilité de porter les marrons, c'est 50% aussi. L'information 1 est suffisante. Maintenant, n est un nombre premier pair. Vous connaissez combien les nombres premiers pairs? Un seul. Le seul nombre premier pair, c'est 2. Donc si n égale 2, nombre de cas favorables sur nombre de cas total, c'est 1 sur n. La probabilité de tirer au sort un truc parmi n éléments, c'est 1 sur n. Donc, c'est 1 sur 2. Séparément, elles sont suffisantes. Réponse D. Correction du sous-test de conditions minimales. Donc du sous-test numéro 2 discriminé du programme Batelotage-Mage. Si vous voulez retrouver quelques cours de conditions minimales pour approfondir sur les notions dont on a discuté aujourd'hui, vous avez les liens qui apparaissent en bas de l'écran. Vous avez aussi les liens pour vous abonner aux réseaux sociaux et surtout pour regarder la suite de cette correction, la partie expression. C'est pourquoi je vous dis à tout de suite pour la suite de cette correction.